Aujourd'hui, nous parlons de la maternelle école des premiers pas. Nous allons essayer de voir ensemble comment nous pouvons penser l'accueil des plus petits. Alors, ces plus petits qui arrivent à l'école, qui sont tout juste écoliers, pas encore élèves, et qui vont être accompagnés pendant 3 années, pour apprendre, finalement ce que sont ces premiers pas, ce qu'est la socialisation. Souvent, si on pense à ce que pourrait être l'école maternelle, j'aime bien l'imaginer comme une cabane. Une première cabane, ce serait une cabane cocon, une cabane protectrice, une cabane où peut se jouer la sécurité de l'enfant. La deuxième cabane serait une cabane autour de l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, cette cabane où on va oser s'aventurer un petit peu plus loin que ce que l'on connaissait. La troisième cabane serait la cabane, de l'accueil de tous, de la participation de tous. Une cabane, qui peut accueillir des enfants différents, des enfants présentant des besoins éducatifs particuliers, une cabane qui sait se rendre accueillante pour ces enfants-là aussi. Et la quatrième cabane, bah, c'est tout simplement le plan, l'explicitation autour de ce fonctionnement de l'école qui n'est pas forcément immédiatement accessible à tous. À travers ces 4 cabanes se dessinent finalement les 4 entrées de l'engagement de l'enseignement catholique dans ce document que vous pouvez télécharger, la responsabilité en partage. Ces 4 engagements sont des engagements qui nous invitent à une pédagogie qui va au-delà de la pédagogie du contrat, une pédagogie de l'alliance, une pédagogie qui est celle des petits pas, ces petits pas que l'on connaît bien quand on est en maternelle, ces petits pas qui nous invitent à nous déplacer les uns vers les autres, et ces petits pas qui nous invitent aussi à une responsabilité qui n'est pas celle que je lâche, mais celle qui n'est pas diluée, mais bien celle qui est assumée par chacun des acteurs de l'école. Cette responsabilité, elle prend d'autant plus son sens en cette rentrée, en raison de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire. L'occasion d'affirmer, nous dit le texte Loi pour une école de la confiance, l'identité pédagogique propre de l'école maternelle dans sa dimension d'école de l'épanouissement et du développement affectif et social. Donc pour une école qui sait offrir aux élèves un cadre propice au premier apprentissage scolaire, avec une pédagogie particulière, une pédagogie spécifique qui permet à chacun de trouver sa place. Cette pédagogie, elle est mise en œuvre par tous les acteurs. Elle est mise en œuvre par les parents quand ils sont en capacité de lâcher la main de leurs enfants. Elle est mise en œuvre par les enseignants, bien sûr. Elle est mise en œuvre aussi par les ASEM qui sont là pour accueillir l'enfant et qui nous aident à penser un accueil partagé dans toutes les spécificités de la maternelle. Cette école de la responsabilité, cette école de l'hospitalité, c'est une école qui appelle à reconnaître chaque élève, pardon, comme un don du ciel et non comme un problème à gérer. Alors ce problème à gérer, ça peut être tout simplement les questions qui nous arrivent autour de comment on fait pour accueillir des enfants qui en maternelle ne sont pas encore propres. Comment est-ce que l'on peut arriver à tenir cet accueil dans ce besoin spécifique de l'enfant qui a encore à grandir tout simplement, qui va apprendre petit à petit, lui aussi, comment il peut arriver à gérer son corps, grandir dans cette demande qui est celle aussi de l'école, sans que pour autant on perçoive l'autre comme un trouble-fête finalement, heu, lorsqu'il ne correspond pas à l'attente que l'on pourrait se faire d'un enfant de 3 ans qui va petit à petit faire ses premiers pas. C'est pour nous donc arriver à construire une attitude d'attente de l'autre qui permet d'entrer en relation avec lui gratuitement, de désirer à le rencontrer sans rien chercher de particulier, si ce n'est le faire grandir à son rythme. Pour cela, c'est aussi une école du décloisonnement, une école qui sait faire tomber les murs et qui s'ouvre de l'intérieur. Dans ce faire tomber les murs, bien sûr, il y a l'accueil que l'on réserve aux parents. Comment est-ce que l'on peut accueillir l'enfant avec ses parents qui, parfois, ont un peu de mal à lâcher la main de cet enfant qui fait ses premiers pas?
Comment pouvons-nous accueillir les parents dans une logique d'égale responsabilité vis-à-vis de l'enfant, dans une logique aussi où l'enseignant ne se sent pas le premier possesseur de compétences, mais reconnaît aussi les compétences des parents par rapport à ce petit qui vient avec un vécu de la maison et qui va apprendre petit à petit à lâcher ce vécu pour découvrir le vécu des autres et le vécu d'une institution qui n'a pas forcément les mêmes codes que ceux de la maison. Dans l'idée d'une école de la participation de tous, c'est aussi une responsabilité en partage qui permet à chacun d'être transformé, d'être déplacé par les autres. Pouvons-nous ensemble penser cet accueil? Pouvons-nous ensemble, en équipe, essayer d'aborder aussi les questions qui se posent lorsqu'un enfant nous soucie, lorsqu'un enfant ne rentre pas forcément dans le projet que nous avions pour lui? Comment sommes-nous en capacité de penser ensemble? Quand on parle de communauté éducative, on parle bien sûr des enfants qui sont présents, on parle de leurs parents, on parle des enseignants et on parle de tout le personnel de l'école qui est là pour accompagner l'enfant. Ça peut être aussi des accompagnants d'enfants en situation de handicap qui peuvent être là dans la recherche d'une construction commune de ces pas que l'on va poser pour l'enfant. La quatrième porte que nous ouvrons, c'est une école qui dit ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle dit, qui dit pourquoi et comment elle le fait. Une école de l'explicitation. Pourquoi l'explicitation? Eh bien, tout simplement parce que cette école que les parents ont connue n'est pas forcément celle que l'on offre aujourd'hui. Cette école que nous connaissons bien, donc nous connaissons les codes, dont nous connaissons le langage, parfois elle n'est pas toujours accessible. Donc ces 4 points finalement, ce sont ces points que nous allons aborder avec en quatrième partie l'explicitation, un projet aventurier des mots, qui est un projet mis en œuvre dans les écoles de Vendée et pour lequel nous devions accueillir Sabine Merlet qui devait nous présenter ce projet. Malheureusement, un souci technique nous empêchera de partager l'expérimentation avec Sabine, mais je prendrai le relais pour la présenter dans ce que j'en sais. Alors, cette école de l'hospitalité, avec la question de l'instruction obligatoire aujourd'hui, nous amène à repenser les choses. Nous amène à repenser les choses parce que cette instruction amène des nouvelles questions. Par exemple, cette question de comment est-ce qu'on pense l'accueil de l'enfant quand la famille n'est pas dans une fréquentation assidue? Comment est-ce que l'on peut construire avec les familles cette représentation de l'école qui n'est pas une école garderie, mais qui est bien une école qui transmet des savoirs, qui ne sont pas des petits savoirs, qui sont des savoirs importants, importants pour permettre bien sûr d'apprendre, d'affirmer, d'épanouir aussi la personnalité, nous disent les programmes. Des savoirs aussi où on est capable de poser une confiance vis-à-vis de l'enfant, dans sa capacité, quelle que soit finalement son approche de l'école, une capacité d'apprendre et de progresser. Pour cela, bien sûr, le premier travail de l'école, c'est de poser la sécurité. Une sécurité qui est difficile pour certains enfants, déroutés par ce nouveau lieu de vie, déroutés parfois par les attentes qui ne sont pas les mêmes que celles de la famille. Comment est-ce que l'on peut arriver à travailler main dans la main, se rencontrer? Certaines écoles ont posé, par exemple, le principe d'une relation très rapide avec les familles pour que les familles donnent le mode d'emploi quelque part de l'enfant avant même les vacances de Toussaint, pour que l'on puisse se rencontrer sans avoir d'idées préconçues, déjà sur le fonctionnement de l'enfant, mais que ce soit bien la famille qui transmette ce qu'elle sait de son enfant. Bien sûr, cette école, c'est aussi une école qui pense la question de la valorisation de l'enfant. Certaines écoles mettent en place des cahiers d'évolution. Ces cahiers d'évolution, ça peut être l'occasion aussi de se poser avec la famille pour partager l'évolution de l'enfant dans sa famille, lorsque parfois les compétences tardent un peu à venir à l'école. Simplement, on va accepter l'idée que dans la famille, parfois les compétences sont déjà en place, même si nous ne les percevons pas encore dans la classe. L'essentiel est bien de rassurer l'enfant, de rassurer les familles qui sont parfois inquiètes devant cette école. Pour nous,
cette école doit aussi répondre aux besoins fondamentaux. Ces besoins fondamentaux, on les connaît, ils prennent beaucoup de place, dès la maternelle, bien sûr, les besoins corporels, mais aussi l'affection, qui est évidemment plus difficile à donner lorsque les enfants sont nombreux, la chaleur, l'accueil, la tendresse, la sécurité, la clarté, la continuité. Ces besoins-là qui sont des besoins aussi de reconnaissance. On dit souvent reconnaissance affective, reconnaissance en droit, mais reconnaissance aussi dans la capacité de faire par soi-même, une capacité d'autonomie et une capacité de se sentir compétent, voire utile aussi au groupe classe, pour construire cette appartenance qui est nécessaire à chacun de nous lorsqu'il se retrouve dans un groupe. Certains enfants ont déjà vécu des blessures fondamentales, comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la non-reconnaissance, voire la maltraitance. C'est aussi un lieu où l'école va pouvoir finalement essayer de construire autre chose avec ces enfants qui ont été confrontés parfois à des choses difficiles. C'est prendre en compte finalement la dimension accidentée de l'enfant pour essayer de construire un avenir qui soit bénéfique pour l'enfant. Pour cela, parfois, il est nécessaire d'inviter des partenaires pour construire cette ouverture au monde qui est le deuxième point essentiel dans cette école. Une ouverture au monde qui se fait souvent par le biais du langage, par le biais encore de la place du corps, et tout cela dans un cadre de socialisation parfois difficile pour les enfants. Cette socialisation, cette ouverture au monde, elle se fait par le biais de stimulation, avec des situations scolaires qui vont vraiment se mettre en place en accueillant les rythmes différents, avec cette idée que pour un objectif commun, très vite, on va sentir ces différences et que l'on va essayer d'adapter en fonction de la différence de l'enfant. Alors vient la question qui nous est posée des classes multi-âges. Ces classes multi-âges peuvent parfois être l'occasion de mettre en place une coopération entre les enfants qui va permettre aux petits nouveaux, ceux qui sont plus en fragilité, d'être soutenus par les autres en relais de l'enseignant et de la SEM. On connaît aussi dans notre institution des classes qui se vivent comme des plateaux de vie maternelle où l'enfant va pouvoir évoluer à son rythme, éventuellement rejoindre un temps où il peut vivre une sieste en dehors du moment prévu pour la sieste, rejoindre un temps de pause, rejoindre un temps d'activité plus soutenu, ce qui permet à chacun finalement d'être accompagné dans son rythme de vie sans être soumis de façon trop forte à la pression du groupe qui est importante pour les petits. Un moment essentiel va être la façon dont on pose le langage pour les enfants, avec une exigence pour les adultes qui accompagnent ces enfants, qui est l'exigence de ne pas accepter la connivence de langage. Parfois, dans les familles se joue une connivence, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas forcément compris, mais on va faire comme si on le comprend. La confiance à l'enfant, c'est aussi lui dire « je ne te comprends pas, est-ce que tu peux répéter ou est-ce que tu peux m'expliquer ?» pour que petit à petit se pose le langage, et c'est ce langage qui va permettre d'entrer en rencontre avec l'autre, d'entrer en relation avec l'autre, avec un langage qui va être enrichi petit à petit, travaillé par petits groupes, et travailler avec une exigence importante pour que ce langage, qui va être vraiment le moteur de toutes les acquisitions, puisse permettre ces acquisitions. Ce langage, il est ce qui va permettre la réussite éducative. Cette réussite éducative, vous voyez la définition qui s'affiche, j'aime bien penser que c'est une réussite qui va permettre surtout une énergie disponible, une énergie qui permet d'apprendre et d'entreprendre, y compris d'entreprendre dans la relation avec les autres, avec cette idée que dès la maternelle, on va construire la conscience acquise de ce que l'école peut apporter, la curiosité bien entendu, mais aussi l'ouverture d'esprit à l'entourage et au monde. Dans les programmes qui sont posés actuellement, on sait combien la place du jeu est essentielle, combien la mise en jeu du corps va être essentielle aussi. Et elle est importante pour nous pour essayer d'accompagner cet enfant
au-delà de ses craintes, au-delà de ses inquiétudes que l'on voit parfois apparaître. Les psychologues nous alertent actuellement sur les phobies qui peuvent se mettre en place, des phobies qui peuvent apparaître parfois dès le plus jeune âge. Donc cet accueil bienveillant, cet accueil qui permet de susciter l'énergie est vraiment essentiel, de façon à ce que l'enfant puisse petit à petit construire le plaisir de la rencontre et le plaisir de la découverte. Alors cette découverte, elle se fait souvent par le biais du corps, bien sûr, par le biais d'un corps sur lequel il va agir et il va pouvoir poser des mots sur son action, puis petit à petit rentrer dans la symbolisation de l'action qui va être le lien vers le langage. Cette mise en lien, cette passerelle, finalement, c'est un des grands enjeux de l'école maternelle. Une passerelle qui permet d'engager à la fois le corps de l'enfant, son esprit, son intelligence, son psychisme, mais aussi son cœur, avec toutes les émotions qui peuvent être vécues. Ces émotions, elles sont souvent vécues avec les jeux et nous avons beaucoup de documents d'accompagnement qui nous le rappellent. Des jeux qui vont être des jeux organisés, sur lesquels on va mettre parfois des déstabilisations, mettre des objets étranges dans un coin cuisine, mettre des objets nouveaux qui vont permettre finalement d'étendre le langage et puis poser des questions autour de ce qui s'est joué. Ça va être par exemple l'idée de mettre le couvert, c'est déjà rentré dans les mathématiques bien entendu, avec l'idée de l'anticipation. Comment vas-tu procéder pour mettre le couvert pour les 4 enfants qui sont là? Comment as-tu procédé? Donc on va revenir sur ces différents temps qui sont des temps finalement de découverte à travers le jeu et à travers une manipulation. André Tricot nous rappelle que la manipulation n'est pas forcément l'aboutissement vers le savoir, que faire manipuler les élèves pour les faire mieux apprendre, c'est surtout l'activité cognitive qui va être importante à mettre en œuvre. Cette activité cognitive, elle permet bien entendu, par le faire, de soutenir l'attention, mais elle ne suffit pas. Elle a besoin également de passer par le moyen du langage et le moyen de l'apprentissage en essayant de verbaliser et d'expliciter ce qui a été appris pour que l'enfant ne reste pas dans l'idée qu'il a uniquement joué à l'école, mais qu'il comprenne bien ce qu'il est en train de construire. Pour certains de nos petits, le jeu peut même être un obstacle parce qu'il peut les distraire de l'apprentissage ou il peut aussi amener une difficulté supplémentaire, notamment lorsque l'enfant a des difficultés à gérer son corps, manipuler pour construire un apprentissage. Ça exige de suivre une consigne, de la comprendre et d'être en maîtrise aussi du geste qui est attendu. Ce n'est pas toujours simple pour les enfants. Une des façons de permettre cet apprentissage, c'est vraiment d'aller chercher la verbalisation de ce qui a été fait, de façon à permettre la participation progressive de tous. Cette verbalisation, parfois, elle peut même être portée par des symboles, par des dessins, pour un certain nombre d'enfants, parce que certains enfants sont vraiment en difficulté avec la mise en mots. Vous avez peut-être vu que une plateforme a été mise en place pour accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette plateforme est portée par l'Éducation nationale et elle permet de rentrer les difficultés que l'on peut observer, difficultés des enfants. Elle va offrir, par exemple, des moyens langagiers portés par le dessin qui vont permettre d'entrer en contact avec des enfants qui ont des difficultés à rentrer en contact avec le langage. Une autre difficulté que l'on peut rencontrer, c'est finalement ce qui est à la fois source d'apprentissage pour les enfants, le mimétisme. Beaucoup d'enfants apprennent en regardant les autres faire. Cependant, un certain nombre d'enfants s'aperçoivent qu'ils ne font pas ce que les autres font. Ils voient bien que l'enseignant dit « ça va » à certains enfants, et pourtant eux, ils aimeraient bien qu'on leur dise « ça va », mais ils ne savent pas comment faire pour que ça marche. Il nous faut donc accompagner ces malentendus d'apprentissage qui sont parfois dus tout simplement au fait que les mots posés n'ont pas le même sens pour les enfants et pour l'enseignant.
Par exemple, comment écouter une histoire? Écouter une histoire, bah, pour un certain nombre d'enfants, c'est simplement, bah, ouvrir les oreilles, mais pas forcément se mettre en activité cognitive. Savoir écouter, c'est par exemple travailler dans la classe autour de ce que l'on voit, ce que l'on entend quand on est en train d'écouter une histoire, se le dire, proposer à des enfants qui sont plus fragiles dans cette écoute, d'avoir des indices en plus en amont de l'histoire. Ça permet de mettre une différenciation a priori qui permet aux enfants les plus fragiles, finalement, d'être des précurseurs pour leurs camarades. On leur a présenté les personnages de l'histoire en amont. On leur permet finalement de se représenter ce qu'il faut faire avec son corps, avec sa tête, avec ses sens, lorsqu'on est en train d'écouter une histoire. Présenter ces personnages en amont, c'est aussi donner plus d'indices à ces enfants qui sont plus dans la fragilité par rapport aux autres. Ainsi, ils peuvent rentrer dans les apprentissages euh, en trouvant leur place en amont de la situation d'apprentissage qui est proposée. Les programmes nous rappellent qu'aujourd'hui, on apprend bien sûr en jouant, nous l'avons évoqué, on apprend avec ses expériences de jeu, mais on apprend aussi en réfléchissant et en résolvant des problèmes. Aujourd'hui, nous savons que les enfants sont dans une opération mentale extrêmement exigeante dès la maternelle. Et c'est important, et c'est rappelé dans ces programmes de mars 2015, que finalement, c'est en s'exerçant qu'on va pouvoir peu à peu se mobiliser dans les apprentissages, parce que certains enfants ne vont pas comprendre dès la première situation ce que l'on attend d'eux. L'idée de leur proposer à plusieurs reprises la situation va leur permettre petit à petit de prendre le contrôle de la situation. Il nous faut donc à la fois proposer des situations variées, mais aussi proposer une stabilisation par la répétition, de façon à ce que ces enfants puissent petit à petit, en écoutant les autres, en essayant de comprendre comment ils ont fait pour réussir, comprendre ce qui leur permettra à eux-mêmes de réussir. De la même façon, lorsque l'adulte nomme, commente la situation, les enfants vont pouvoir apprendre en se remémorant, en mémorisant et en reprenant petit à petit ce qui a été proposé pour s'en emparer à leur tour. C'est essentiel pour que chacun puisse rentrer dans ses apprentissages. C'est ainsi que l'on construit progressivement une posture d'élève qui n'est pas immédiate. Cette posture d'élève, elle est aussi là parce que dès le plus jeune âge, on va essayer d'apprendre à coopérer, à s'engager dans l'effort, à persévérer, à se confronter à l'erreur. Et vous le savez bien, certains enfants sont plus en difficulté et vont parfois même s'effondrer lorsqu'ils sont devant l'erreur. Donc l'encouragement à développer des essais personnels, la valorisation non pas de la réussite, mais de l'essai est essentielle pour que les enfants petit à petit osent prendre des initiatives et se confronter à l'erreur, tout en aidant l'identification des objets réels sur lesquels portent les apprentissages, de façon à ne pas confondre l'activité et l'apprentissage que l'on construit. Certains enfants sont uniquement dans la question de la recherche du connu, de la recherche du sens, par exemple, et on a besoin de faire le passage pour eux vers quelque chose qui n'est pas évident. C'est ainsi, par exemple, sur le passage du langage au travail de la langue. Un grand nombre d'enfants va rester un bon moment dans la question de la portée sémantique, la portée du sens du langage. Par exemple, ce sont ces enfants qui, en grande section encore, vont être dans, lorsque l'on propose une chasse aux mots, ou une chasse au son, hein, vont être simplement, par exemple, sur le mot loup, qui est proposé à partir du son ou, vont être dans la logique, eh bien, je me concentre sur le loup. Et puis, si un autre enfant propose la poule, bah, du coup, je vais proposer le coq, parce que tout simplement, la poule me fait penser au coq. Et non pas cette compétence qu'ont déjà, ou cette habileté que déjà certains enfants ont développée, de comprendre où est le son essentiel qui permet petit à petit de rentrer dans la lecture. Donc la verbalisation par l'enseignant de ce que l'on attend, voire la verbalisation en amont pour les enfants plus fragiles, permet petit à petit la prise de contrôle. C'est cette ritualisation qui permet finalement, on peut appeler ça aussi métacognition, hein,
finalement, de prendre le contrôle de l'activité en se ressaisissant, en rappelant les liens et puis en décontextualisant pour recontextualiser ensuite, avec une anticipation pour les plus fragiles. Les rites vécus par la classe sont aussi des objets de sécurité qui permettent à l'enfant finalement de se rassurer sans vivre des moments de rupture trop brutalement, en se renforçant finalement sur cette continuité du vécu dans la classe. C'est pour cela qu'il est essentiel d'expliciter. Expliciter parce que c'est petit à petit l'attendu, arriver à comprendre que du jeu sur les sons, on va finalement travailler l'entrée dans la lecture, on va se détacher du sens des mots pour être vraiment dans ce qui permet de comprendre ce qu'est le monde de l'écrit. L'enfant qui arrive à l'école parle avec les mots, petit à petit, il va parler des mots et il va parler sur les mots. Dans tous les apprentissages qui sont proposés à l'école, finalement, on arrive à parler avec, puis parler de, puis parler sur. Et c'est le gros enjeu de la maternelle, puisqu'un des, un des malentendus que rencontrent certains enfants, c'est finalement qu'ils en restent à parler avec. Hein, c'est ce que nomme une chercheuse comme Elisabeth Bottier, quand elle dit finalement, lorsqu'on propose une séance sur la flottaison, par exemple, à partir d'un canard de bain, on va se rendre compte que certains enfants vont en rester à parler du canard de bain que l'on utilise dans le bain et ne vont pas aller parler des conditions de la flottaison, comme le font les autres enfants qui sont en capacité de parler sur. Donc c'est cet enjeu très fort de l'explicitation portée par le langage qui est essentiel. C'est essentiel en le jouant à partir de l'expérience, par exemple, quand on est sur la question de la découverte du nombre. On va commencer par construire une quantité, retrouver pareil de poissons, et puis à partir de ce jeu, on va se mettre de la distance, on va passer à ce qui est imagé, on va passer à l'écrit, vers le verbal, ou par l'intermédiaire du verbal, pour arriver finalement à l'abstraction, le symbolique et la construction du nombre qui se mettra ensuite en place. À trop oublier certaines étapes, on va se rendre compte ensuite que l'on a certains élèves, certains enfants qui sont en difficulté par rapport à certaines notions que l'on met en place petit à petit. D'où cette exigence de rendre lisible la situation scolaire avec ces explications qui permettent aux enfants, mais aussi aux parents, d'identifier les situations et de bien comprendre en quoi elles sont essentielles pour construire les savoirs. Alors c'est finalement ce projet qui s'est lancé en Vendée, qui est un projet qui a démarré autour du constat que nous disaient certains enseignants. Ils nous disaient, mais en petite section, on a l'impression d'avoir de plus en plus d'écart de langage entre les enfants qui parlent comme un livre et les enfants qui arrivent en n'ayant pas 3 mots. L'idée, donc, c'est de démarrer un travail spécifiquement centré sur l'extension du lexique. Alors, un chercheur accompagne les équipes et on est sur un travail de mutualisation avec une chargée de mission, Sabine Merlet, donc, qui aurait dû être présente avec nous ce soir, des enseignants qui ont mis en jeu ce travail, et puis une formatrice également qui accompagne le travail. L'idée, c'est de travailler des situations variées de langage en classe, en réutilisant les mots, en essayant de donner du sens à ce temps qui est mis en place autour du développement du vocabulaire, en faisant un axe de travail spécifique, y compris reconnu par les familles. Alors, cette expérimentation a démarré en janvier 18 avec un travail autour du mot manger. Pourquoi le mot manger? Parce que l'idée, c'est de partir du déjà su, du déjà connu. L'idée expérimentée, c'était de partir du verbe, tout simplement parce que le verbe, ça peut être le moteur. Et à partir de ce verbe, travailler à une cueillette de mots que l'on va organiser ensuite en catégories, en essayant de se lancer des défis à la maison pour inventorier et utiliser ces mots dans des situations diverses avec les parents. Alors, les enfants se mettent en place, ils récoltent des mots. Ces mots arrivent de différents lieux. Pour certains, ils arrivent tout simplement de la cuisine à la maison. Ils arrivent aussi des lieux de restauration à l'école. Mais ils peuvent arriver aussi, parfois, des métiers des parents. Quand on a un parent
qui va travailler comme commerçant, par exemple, ou un parent qui va cultiver, ou bien un jardin familial. Et on va donc faire cette récolte de mots. Cette récolte de mots va confronter chacun au sein de la classe avec des mots connus, des mots inconnus, que l'on va essayer de réactiver. Ces mots, on peut les organiser en fleurs, on peut les organiser en arbres aussi, en essayant de noter le lieu éventuellement d'où provient le mot. Et puis, on va se lancer des défis un peu plus ciblés. Par exemple, nommer les ustensiles qu'il y a dans la cuisine, et puis rapporter ça à travers le cahier de vie de l'enfant, faire des photos, comparer par exemple la table de la cuisine chez Léo, la table de la cuisine chez Léa. Tiens, il n'y aura pas la même chose dessus, la cuisine n'est pas pareille. Comment est-ce que finalement on peut comparer, modifier, catégoriser, enrichir ces mots? Alors vous avez là par exemple une fleur qui est réalisée autour des saveurs, des façons de manger, des aliments, des personnes que l'on va retrouver au moment des repas, des lieux où l'on peut trouver aussi des aliments et les fameux ustensiles. Ce travail selon les équipes est expérimenté évidemment de façon différente selon l'âge de l'enfant. Avec les plus grands, il peut amener finalement à construire des phrases avec des boîtes à mots qui sont constituées et qui sont déjà des premiers éléments de grammaire où on va s'organiser autour des personnes, des choses, des animaux, des plantes, des lieux, ce qu'on fait. Ces boîtes à mots, finalement, vont permettre petit à petit, quand l'enfant grandit, eh bien, de construire ses premiers éléments d'identification du sujet, du verbe, etc. C'est aussi la confrontation à ces mots qui permet petit à petit de les retenir. On sait aujourd'hui que si on ne réactive pas régulièrement le vocabulaire appris, les enfants l'oublient et que travailler un mot par jour sans le réactiver, ça ne sert à rien. Alors, que constatent les enseignants? Les enseignants constatent un enthousiasme des élèves, un réinvestissement assez rapide, une nécessité de passer par l'objet, par l'image parfois aussi, ce qui est tout à fait normal avec des petits. Des familles qui acceptent volontiers de s'engager, mais qui peuvent parfois ne pas comprendre les attendus, qui pensent plutôt à raconter un moment en famille, plutôt que d'aller chercher à enrichir le lexique. Cette différence entre le langage et la langue, qui est finalement un des objets importants à développer et que du coup, ces défis vont pouvoir mettre en œuvre. L'idée aussi de ne pas proposer des défis trop fréquemment parce que tout le monde peut s'essouffler au bout d'un moment. Et puis la nécessité d'amener des rituels pour que les enfants aient ce plaisir à reconnaître ce qui se passe et puis que les enfants aient aussi une anticipation des moments, se mettent en projet par rapport à ce qui est vécu. Alors des questions se mettent en œuvre. Ces questions, elles sont relayées vers le linguiste Bruno Germain qui suit le projet. Est-ce que l'on peut utiliser autre chose qu'un verbe pour lancer la collecte? Oui, on se rend compte que d'autres mots peuvent être utilisés. Par exemple, des classes aujourd'hui travaillent à partir du mot main, tout simplement, et puis ils vont aller chercher les verbes qui viennent avec la main. Ça peut être taper, mais ça peut être aussi caresser, etc. L'évaluation du langage, si difficile, et puis avec cette idée aussi de lancer toujours une évaluation valorisation. Donc l'idée, ce sera peut-être tout simplement pour cette évaluation de recueillir le sentiment que l'on a sur l'utilisation des mots par l'enfant. On va rester dans quelque chose de relativement subjectif, mais qui va permettre, lorsqu'on en laisse des traces, de se rendre compte petit à petit que l'enfant a évolué et qu'il a une palette lexicale beaucoup plus large. L'idée aussi de se poser des questions sur la fréquence, quel temps passer sur un mot, combien de mots travailler dans l'année, l'articulation du quantitatif et du qualitatif, mais aussi la trace de chacune des collectes de mots. On voit que les équipes utilisent des traces différentes. Ça peut être la photo, ça peut être ces arbres qu'on a évoqués, ça peut être ces fleurs, ça peut être ces boîtes à mots. C'est sans doute aussi des évolutions qui vont se faire avec l'âge de l'enfant, puisque la catégorisation va être de plus en plus importante et de plus en plus utile à mesure que l'on grandit, avec l'idée aussi qu'une catégorisation peut se modifier. Un mot va rentrer d'abord dans une catégorisation peut-être en fonction de son usage, et puis petit à petit va rentrer dans une catégorisation autour des phonèmes
qui sont présents dans le mot. Donc c'est aussi cette évolution qui est essentielle et qui permet à l'enfant de se rendre compte que petit à petit, il grandit, et pour l'enseignant, bien entendu aussi, dans ses propositions. Alors ce projet se poursuit depuis la rentrée. Le projet est présenté dans les réunions avec les parents. C'est important d'avoir cet échange avec les parents pour qu'ils comprennent bien que ce que l'on fait dans la classe, eh bien, c'est central. C'est central parce que cela construit les apprentissages fondamentaux, tout simplement pour toute la vie. Et puis, les enseignants se croisent pour essayer de construire des séances de lancement d'année, des activités diverses, mutualisées, se lancer des défis différents. Parfois, les défis sont portés par des marionnettes, par exemple, mais on va trouver finalement des mises en œuvre spécifiques à chacun qui vont enrichir les pratiques des uns et des autres, y compris évidemment sur les mots qui vont être utilisés de façon à ce qu'on puisse travailler cette extension du lexique. Le projet va sans doute se poursuivre sous forme de laboratoire avec des échanges fréquents avec Bruno Germain. Donc Bruno Germain qui accompagne ce projet. Le lien va peut-être se faire dans certaines écoles avec le cycle 2 et le cycle 3. Pour rappel, Roland Guagou, lorsqu'il travaillait avec le cycle 2, avait noté qu'en CP, il y avait une pratique explicite du vocabulaire environ 10 minutes par semaine. C'est en tout cas ce qu'il avait évalué avec 400 écoles, alors que l'on sait aujourd'hui que le lexique est l'obstacle essentiel dans la compréhension des textes. D'où cette nécessité vraiment de le travailler de façon explicite, en se rappelant, en se remémorant tout ce que l'on a appris régulièrement, pour les plus grands bien entendu. Ça peut être des catégorisations plus importantes à l'intérieur d'un classeur qui peut être celui de la classe ou celui de l'élève, mais à condition toujours que ça soit réactualisé, réutilisé. Alors, ce projet, il va être suivi et peut-être on vous donnera des nouvelles. Il est suivi aussi dans le cadre de travaux qui se mettent en place dans bon nombre d'écoles de nos diocèses, avec un lien avec un centre qui s'appelle le CIFODEM. Le CIFODEM, pour certains, vous connaissez peut-être le réseau des observatoires locaux de la lecture. Le CIFODEM nous accompagne dans beaucoup de mises en œuvre. Nous accompagne sur la compréhension orale de texte à partir de ces rôles, hein, où on peut rejoindre donc le site du CIFODEM et avoir aussi des textes qui permettent d'être travaillés à l'oral avec les enfants. Ça peut être aussi des textes qui sont portés par une expérimentation qui se met en place dans nos réseaux et qui s'appelle la machine à lire qui permet finalement d'évaluer la compréhension à l'oral des textes, donc d'enfants non lecteurs, et de co-construire ensemble par une démarche coopérative ces textes. Un site est en train de se mettre en place qui permettra de recenser ces expérimentations et d'offrir différentes propositions donc aux enseignants pour les aider à accompagner les élèves dans ces apprentissages complexes et centraux. Quelques ouvrages qui peuvent vous permettre peut-être de poursuivre hein, cette idée. L'idée d'apprendre à l'école, apprendre l'école avec l'équipe d'Elisabeth Bottier, des cahiers pédagogiques, une collection qui travaille la question de construire le goût d'apprendre à l'école maternelle. Et puis aussi, un certain nombre d'enseignants est intéressé par tout ce qui va être pédagogie Montessori. Ce livre, Montessori, l'esprit et la lettre, permet de bien comprendre l'esprit et pas uniquement se lancer dans une manipulation, je dirais, avide, sans bien avoir saisi tout ce qui se cache derrière cette pédagogie, qui est beaucoup plus complexe que l'on pourrait penser en fréquentant uniquement des catalogues de matériel. D'autres ouvrages qui nous aident à bien comprendre, et notamment cet ouvrage d'Alain Bentolila sur les 5 piliers du langage en maternelle, des ouvrages sur la phonologie, peut-être relativement connus, Catego aussi, les ouvrages de Sylvie Seb, autour notamment de la question de la ritualisation des apprentissages qui permettent d'en prendre le contrôle. Des ouvrages sur la coopération, des ouvrages sur la question du graphisme aussi, qui prend sa place et qui permet petit à petit de passer de l'art à l'écriture des lettres.
La compréhension de la pédagogie coopérative, qui est un enjeu fort aujourd'hui, à la fois pour nous enseignants, mais à la fois aussi pour les enfants, dans l'idée d'apprendre à coopérer et de coopérer pour apprendre. Vous trouverez aussi un jeu autour des 4 engagements dont je vous ai parlé, ces engagements de l'enseignement catholique pour une école donc de l'hospitalité, l'explicitation, la participation de tous et le décloisonnement. Ce jeu, il a été construit par le pôle école qui vous propose donc une version pour la maternelle. Donc en allant revoir sur le site, vous trouverez donc cette vidéo en ligne et le jeu qui peut être utilisé pour un travail en équipe pour essayer de mutualiser finalement les actions au profit de ces engagements au niveau de la maternelle. Et maintenant, quelques questions-réponses, mais semble-t-il, les questions ne nous arrivent pas vraiment. Il y avait une question sur les jardins d'enfants, donc je vais tout de suite y répondre. Cette question sur les jardins d'enfants, on avait 2 propositions actuellement. Hein. Pour les enfants de 3 à 5 ans, on a bien entendu l'école et dans certains lieux, on a ces jardins d'enfants qui aujourd'hui proposent bien évidemment une instruction, donc rentre à la fois dans le cadre de la loi pour une école de la confiance et en même temps, ces jardins d'enfants aujourd'hui sont considérés comme dans une dérogation par rapport à la scolarisation. Donc, ils vont pouvoir être ouverts jusqu'à 2024, mais c'est encore sous forme de dérogation. Donc, l'évolution des jardins d'enfants pour les enfants de 3 à 5 ans sera sans doute précisée dans les années à venir. Tout ce qui peut se vivre dans ces jardins, hein, souvent qui sont vraiment dans des pédagogies spécifiques, bien entendu, peut être fertile pour l'école maternelle et peut nous inspirer dans l'action qui est proposée pour accompagner les enfants. Beaucoup de questions sur la question de l'accueil des enfants qui ne sont pas propres ou pas mûrs finalement, parce que la propreté, c'est aussi une question de maturité pour rejoindre l'école et la question des aménagements proposés. Donc, vous le savez, l'obligation scolaire donc est présente, donc il n'est plus question de partir en vacances quand on le veut pour les parents d'enfants scolarisés en maternelle. Normalement, il y a une assiduité qui peut donner lieu à des aménagements lorsque c'est nécessaire, quand l'enfant, par exemple, ne pourrait pas être présent toute la journée parce qu'il a une fatigabilité trop importante ou des soucis de propreté. On peut prévoir des aménagements en fonction des besoins physiologiques, mais ces aménagements donc, qui se font à la demande de l'équipe enseignante, des parents éventuellement, doivent donner lieu normalement à un courrier qui sera fait vers l'inspection académique pour que ces aménagements ne soient pas pensés, je dirais, de façon non étayée. Hein. Donc cet aménagement doit être étudié en conseil de cycle et doit donner lieu donc à une demande qui est signée des représentants légaux de l'enfant. Voilà pour les questions essentielles. Je ne vois pas d'autres questions arriver, apparemment. Eh bien, donc, il me reste à souhaiter aux enseignants connectés ou aux ACEM ou chargés de mission de belles découvertes, de belles perspectives d'accompagnement vers ces enfants que l'on conduit petit à petit dans des apprentissages qui leur permettent de grandir en humanité et de grandir dans leur connaissance du monde. À tous, je vous souhaite une belle année qui se continue dans vos missions et de beaux projets d'accompagnement.